Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis touchée par votre invitation pour essayer d'apporter un éclairage, alors qui sera peut-être plus psy justement, sur les enjeux de l'incrimination du contrôle coercitif. Alors le droit pénal, il vise à faire respecter l'ordre public, à protéger la société en assurant l'exigence de sécurité juridique. Et pour ça, il est important que les choses soient nommées, cela a été rappelé par Isabelle Tréant-Rivette. Le fait d'incriminer le contrôle coercitif, qu'il soit nommé dans la loi, c'est reconnaître l'existence même de cette violence qui vous a été décrite par les collègues. Je ne vais pas reprendre tout ce qui vous a été dit. Permettre de nommer ce qui ne l'est pas actuellement, c'est sortir de l'invisibilité, la complexité des violences conjugales. Et les violences conjugales ne sont pas une violence comme une autre. Alors il y a des choses où on voit en effet des liens. Moi je suis expert, je suis chercheur, je suis praticienne. On voit certaines fois des liens avec d'autres types de violences, les violences sectaires, les violences qui peuvent exister au niveau du terrorisme. Mais la violence conjugale, c'est la violence de l'intime. C'est la violence du huis clos. C'est la violence de la famille. Et la famille, elle est censée quand même protéger. Donc quand il y a des violences au sein de la famille, il y a une transgression majeure qui explique bien souvent que les victimes ne vont pas les porter plainte ou portent plainte et se rétractent. Donc pouvoir nommer, ça participe à mieux comprendre et ça participe à se différencier en particulier de ce côté très inintelligible de ces violences. Alors, les violences au sein de la famille ont des conséquences dramatiques sur la santé, sur le psychisme, sur la vie scolaire, le travail, la vie sociale, la vie familiale. Certaines fois, ça conduit au décès par suicide sort forcé ou des suites des conséquences de l'état physique des enfants et des femmes, majoritairement les femmes qui le subissent. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en ligne de compte. Et ça attaque aussi, c'est rarement dit, donc j'en profite, la filiation. Ça attaque la filiation, le contrôle coercitif. Un enfant qui voit sa mère réduite à rien, qui voit sa mère se faire insulter, qui est utilisé par le parent pour détruire la mère ou pour régler ses comptes, ça va détruire, moi je suis thérapeute, mais très profondément, la place de l'enfant dans la dynamique familiale. Et cet enfant, peut-être qu'un jour, il sera parent. Donc, quand on intervient avec les mots justes, ça permet aussi à l'enfant de comprendre qu'il y a eu tout un processus qui peut expliquer que maman n'a pas pu se protéger et que maman peut-être n'a pas pu me protéger. Si on ne nomme pas bien tout ça, l'enfant il va grandir avec des théories, il va faire des interprétations et bien souvent elles seront beaucoup plus réduites et beaucoup plus déstructurantes psychiquement que de mettre des mots sur ce qui a pu se passer. Donc nommer, ça permet de repérer, le colonel Nani le disait très bien, d'identifier les violences, hein, si on ne les nomme pas, si elles n'existent pas, on ne va pas aller chercher à les identifier, dont la spécificité est le fait qu'elles soient agies par des auteurs qui font la loi et qui nous disent en expertise, ils sont la loi. Donc le fait de pouvoir dire non, c'est pas vous qui allez décider, c'est la justice qui a décidé qu'il y avait un terme pour qualifier vos agissements. C'est extrêmement important, je rejoins ce qui a été dit par Madame Julie Collin, ça permet à la victime de mettre du sens, de comprendre et surtout de ne plus être la cible de toutes les investigations. Alors c'est important de porter attention à la victime, mais si on ne pense pas le contrôle coercitif, on reste uniquement sur la victime, ce qui est le cas avec l'emprise et le harcèlement. Et le fait de parler de contrôle coercitif permet d'aborder les questions de stratégie d'auteur, de mode opératoire, et tout ça vous a été parfaitement bien décrit. Donc j'insiste sur le fait que ça n'est pas un mot à la mode, comme on l'entend certaines fois. C'est pas une nouvelle forme de violence, hein. Le contrôle coercitif, quand on travaille sur les maltraitances, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet-là, quand on connaît les publications, bien avant les publications des années 50, ça existait, c'est pas nouveau. Ce qui est important, et l'objet, hein, l'objectif de l'incrimination, c'est de prendre en compte le processus de l'auteur. Si on ne prend pas en compte, on passe à travers. Alors je vais prendre une métaphore qui est peut-être un petit peu risquée, mais c'est pas grave. Quand vous êtes allergique, vous pouvez avoir le nez qui coule, les yeux qui piquent et pas être bien. On va traiter ça. Mais si on ne traite pas la cause de l'allergie, le processus qui a conduit à l'allergie, on peut toujours recommencer. Donc la métaphore est peut-être un petit peu risquée encore une fois, mais ça permet de comprendre que si on n'envisage pas le processus, eh ben, on va continuer à être dans des impasses malgré des décisions judiciaires parce qu'il y aura des incompréhensions et parce que les auteurs vont l'utiliser. Donc ça me paraît extrêmement important de le rappeler. Si on ne prend pas
on compte le processus, on ne permettra pas à la victime de sortir de cette indifférenciation qui la lie, qui la condamne, qui en fait l'otage de l'auteur. Ça ne permettra pas de modifier les pratiques. Alors, les personnes qui ont parfaitement bien présenté juste avant moi, Julie Collin, le colonel Nani, Isabelle Réan-Rivette, John, ça permet de comprendre toute l'importance, quand on nomme le contrôle coercitif, dans les procédures, dans les décisions, dans les auditions. Parce qu'en effet, comprendre pourquoi il y a ces violences-là, si on aborde avec un questionnement, et dans le cadre de la formation que le colonel Nani m'a confiée, on essaye dans la formulation de ne pas cibler sur la femme, mais de comprendre les stratégies, comment, s'y est-il pris, comment avez-vous pu faire, et ça change complètement l'approche, ça permet d'apporter une meilleure compréhension. Et je voudrais, je n'oublie pas non plus, je suis les expertises, c'est ça les expertises, pour comprendre quand on nous pose des questions, on répond au magistrat, et c'est très rare qu'on nous demande la stratégie de l'auteur. Pourtant, c'est important parce que les décisions qui vont être prises après peuvent être fondamentales. Je vais prendre l'exemple des visites médiatisées. On était à Bruxelles, et il y a une expérimentation remarquable qui est mise en place par Agathe Villaume, qui propose la clinique du lien, et qui change le paradigme. En visite médiatisée en France, c'est à l'enfant de réparer le parent. Le parent est mis en cause pour des violences, ou dans un contexte où il y a une suspicion de violence, il y a des visites médiatisées. L'enfant, il n'est pas libre d'y aller ou pas, il est contraint d'y aller. Le parent qui a la mesure, il n'est pas obligé d'y aller, c'est un droit. Il y va, il n'y va pas. L'enfant, il est contraint. Moi, en tant que thérapeute, je peux vous assurer des conséquences dramatiques de cette contrainte du lien. Et elle est contrainte en particulier, la visite médiatisée, parce qu'on ne pense pas le processus de l'auteur. Si le contrôle coercitif est dans la loi, ça permettra aussi, dans le cas des visites médiatisées, de les penser autrement, sans faire que l'enfant soit utilisé comme le support réparateur du parent. Alors peut-être une remarque sur les questions, et je pense qu'on va bien sûr l'aborder dans le cadre des débats. Moi, en tant que praticienne, en tant que chercheur, alors je n'ai pas découvert le contrôle coercitif il y a quelques années, c'est quelque chose, quand on travaille sur les maltraitances, on connaît ça, ça fait 30 ans. Et en tant que chercheur, pour travailler avec des collègues, il me semble très important d'envisager une incrimination autonome du contrôle coercitif, avec tout le rappel de toutes les violences qui ont été citées, sexuelles, physiques, psychologiques, économiques, pour comprendre l'intention de l'auteur. Et vraiment être ciblé, comme l'a rappelé Madame Collin, sur l'intention unique de l'auteur. Sinon, je crains que ça n'entraîne une fixation sur la cible de la femme. Et puis sinon, on va avoir, ce que vous avez dans les tribunaux, beaucoup de confusion entre le conflit conjugal et les violences conjugales. Alors qu'envisager une incrimination autonome, ça permet vraiment de cibler sur l'auteur et d'éviter cette confusion qu'on voit bien trop souvent. Donc je pense que ça permettrait d'apporter une réponse pénale beaucoup plus adaptée, avec la prise en compte de la gravité des faits, à la lumière de la stratégie de l'auteur, et non de la seule réaction de la victime, ce qui majore beaucoup la culpabilité. Ne pas l'envisager comme une incrimination autonome conduirait, je pense, à continuer de saisir une pluralité de faits qui justifie souvent un cumul de qualifications, avec le risque au final de ne pas considérer le schéma global du processus de violence conjugale et faire qu'il continue et qu'il se poursuive par les procédures. Et puis quand tout le monde est épuisé et qu'il n'y a plus de procédures, moi je vous affirme en tant que psychothérapeute, ça se continue autrement, avec toutes les séquelles pour les enfants. Donc le nommer dans la loi, l'inscrire dans la loi, permettra de faire que l'enfant victime, que la femme victime, ne soit plus réduit à l'état d'objet par l'auteur, certaines fois aussi par les procédures, visite médiatisée en est un exemple, ou comme élément de preuve, comme l'a rappelé Julie Collin, et que les femmes, les enfants victimes puissent devenir, ou redevenir, mais souvent c'est devenir sujet de leur histoire, redevenir libres, les humaniser, pour qu'elles deviennent sujets de protection, alors qu'actuellement, elles sont objectifiées non seulement par l'auteur, mais également bien souvent par les procédures en raison de cette logique qui fait que le contrôle coercitif n'est pas encore incriminé. Je vous remercie.